un chananana plus moderne. Bonjour Nagui. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et vous, pas trop chaud à Beauvais? Comme dans le reste de la planète, écoutez, si certaines personnes doutent encore d'un problème du climat, je pense que là c'est bon, on commence à avoir des preuves quotidiennement. Mais la chaleur n'est rien par rapport à l'excitation du moment. Ah oui, parce que vous avez porté ce projet d'Interville pendant près de 5 ans, c'est ça, avant de le voir aboutir? Pour plein de raisons, Valérie, qui a commencé par la pandémie, évidemment, mais ça avait commencé même en 2019, où nous devions nous installer finalement dans un lieu unique pour faire plusieurs soirées. Et finalement, avec le recul, je me dis que les problèmes causés, les retards, les décalages nous ont permis peut-être d'affiner les fondamentaux d'Interville et de renouer ce que nous n'avions pas décidé de faire en 2019 avec le direct, avec la province, avec le côté Barnum dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une énorme machinerie, mais aussi le côté cirque qui se déplace de ville en ville. Et j'avoue que c'est extrêmement agréable. D'abord de nous sortir de notre confort et train-train parisien, sortir du périphérique pour aller voir la vraie vie et voir le sourire de ceux qui nous accueillent, la beauté des villes de France aussi, c'est pas une découverte, mais quand on le fait dans un contexte de travail, on n'est pas dans un même regard et dans un même rythme. Donc c'est extrêmement agréable et très excitant. J'ai pas d'autres mots à vous dire que c'est excitant, exactement. Vous regardiez Interville quand vous étiez petit? Pas du tout. Moi, je regardais Apostrophe, je regardais Pivot, je regardais Le Grand Échiquier. Moi, vous savez, sans Baudelaire, Rimbaud, Lamartine, Victor Hugo, franchement, je serais incapable de faire N'oubliez pas les paroles. Bien sûr. Non, vous le regardiez? Non seulement je le regardais, mais... Non, mais c'était ayant 2 parents professeurs qui justement, eux, ne voulaient pas regarder la télévision pour, entre guillemets, simplement regarder la télévision et être, comment dirais-je, scotché devant des séries américaines que j'adorais comme Les Mystères de l'Ouest ou Amicalement Vôtre. Le seul moment, l'un des moments de partage et de rire en famille, c'était Interville. Et c'est vrai que ce que je retiens, c'est le rire de mon papa et ma maman avec nous, les enfants, devant des tartes à la crème, des glissades, des gadins, du Charlie Chaplin finalement, parce que tout revient à ça, aux fondamentaux de la blague. Alors est-ce qu'on va retrouver ces fondamentaux dans Interville 2025? Et pour rebondir sur vous, est-ce qu'il va y avoir de la mauvaise foi entre vous et Bruno Guillon? Alors il est hors de question qu'il y ait la moindre mauvaise foi de ma part, étant donné que j'ai toujours raison, donc je vois pas où est le problème. Vous voyez, la mauvaise foi, c'est quand on a tort. Donc là, comme j'ai raison, je vois pas de quoi vous parlez. Non. Mais sur les fondamentaux, vous savez, pour faire un clin d'œil à tous nos stagiaires de 3e que l'on voit passer dans les médias et dans les rédactions et dans beaucoup d'entreprises, il y a donc 5 ans, on avait demandé à un stagiaire de 3e de visionner un peu plus de 6 ans, de visionner des Intervilles et de noter ce qui était pour lui les moments clés d'Interville, les fondamentaux, comme un exercice de travail pour lui, de dérocher comme ça des émissions, et pour nous d'avoir la perception d'un élève de 3e pour remarquer ce qui lui plaisait là-dedans. Ouais. Et donc il nous parle de plans inclinés, de glissades, de piscines, de tournettes, de déguisements. Donc il note tout ça et puis il finit en disant la vachette Topa. Alors on discute avec lui et on dit c'est quoi la vachette Topa? Il me dit je sais pas, mais il y a une vachette et chaque fois qu'on l'appelle on dit Topa la vachette. Et on a éclaté de rire et j'ai dit mec t'es un génie, t'es un génie. Et donc on a respecté les fondamentaux et puis on a baptisé notre mascotte Topa, évidemment. Topa la vachette mais qui est pas une vraie vachette.
Ah, vous êtes sûr? Qui est une mascotte, Ouais. qui est une mascotte comme on voit sur les terrains de sport, comme les friges l'ont été sur les JO, comme il y en a en NBA, au basketball, c'est-à-dire à la fois un personnage qui a été créé par Zep, le papa de Titeuf, un personnage qui est fait pour ambiancer, pousser les supporters, les chauffer à blanc, mais aussi une sorte de trublion qui aura, dans un temps limité sur différentes épreuves, la possibilité d'aller perturber l'autre. Et on a fait des répétitions et des mises en place depuis 2 jours. On est à Beauvais. Et on est comme des gamins, c'est-à-dire que quand sur des répétitions vous éclatez de rire, ça commence à être bon signe. Ouais. Ah, c'est malin, c'est-à-dire que les vachettes vont quand même être présentes indirectement grâce à Topa et vont venir perturber. Je trouve ça très intelligent. Je vais aller plus loin. Oui. Pardon, je vais aller plus loin. Il y a même des épreuves, comme par exemple sur la tournette, où la vachette va pouvoir intervenir, la nôtre en tout cas, et jamais de la vie vous auriez pu mettre un véritable animal sur une tournette. Sauf que comme c'est un candidat de l'équipe rouge adverse, qui sera le trublion de l'équipe B, bleu, il va agir comme un être humain déguisé, mais en faisant surtout des épreuves que jamais aucun animal n'aurait pu faire. Est-ce que vous avez déjà essayé de porter le costume de Topa ou avec Bruno Guillon? Est-ce qu'on vous verra en Topa? J'ai ma fierté, monsieur, et je veux bien. On vous a vu avec des masques dans une autre émission. Vous aviez. Alors, mais justement, mon psy m'a demandé d'arrêter de créer des troubles supplémentaires à ceux que j'ai déjà depuis une trentaine d'années avec tout ce que j'ai pu faire. Alors, est-ce que vous avez testé les jeux? Ou le plan incliné? Est-ce que vous avez fait une course avec Bruno sur le plan incliné ou peut-être avec Yohan Ryu, qui sera le juge? Faut dire qu'il y aura toute une équipe autour d'eux. C'est vous les plus vicieux, quoi. Tout ce que vous voulez, on veut, voilà, c'est ça. On veut que vous mouilliez la chemise. Alors, vous avez essayé quoi? Les premières qui se sont essayées sont Camille Serre et Valérie Bègue, qui vont chacune être les manageuses, entre guillemets, et les coachs de chacune des équipes. Et elles se sont essayées à des épreuves. C'était extrêmement drôle. D'autant plus drôle que elles sont toujours en train de faire des stories sur Insta, sur les conseils beauté, sur comment faire pour les cheveux, pour la coiffure. Et derrière, elles se sont pris des seaux d'eau. Elles se sont mis dans des états lamentables. C'était extrêmement drôle. Et je vous confirme, oui, Camille a fini dans la piscine. Parce que vous n'êtes pas tout seul, effectivement. Et justement, Nagui, Valérie, je vous propose de voir la présentation grâce à la bande-annonce. Mais ça revient le 3 juillet, Interville. Interville, c'est un public survolté, c'est une ambiance de folie, c'est l'été. C'est des chutes, c'est des gamelles. Du savon noir. C'est plus qu'une émission de télé, c'est la fête, la rigolade. C'est des fous rires, on n'y comprend plus rien. Et puis c'est surtout 2 équipes qui s'affrontent, c'est les rouges contre les bleus. Je ne vous entends pas. Évidemment. On vous donne rendez-vous le 3 juillet. Toute équipe est au rendez-vous. Ça va être incroyable. Ça va être dingue, ça va être fantastique, ça va être génial. Le grand retour d'Interville, c'est jeudi 3 juillet en direct sur France.tv et sur France 2. On a entendu Yohan Ryu, Bruno Guillon, Magali Ripoll, Camille Serre, Valérie Bègue et vous, Nagui, bien évidemment, qu'on a plaisir à retrouver. On sent avec chacun dans un rôle, précis qui correspond à leur talent et à leur domaine de prédilection. Évidemment, Yohan Ryu qui formidablement commente. Évidemment, et qui commente sur l'équipe TV les matchs de football sans que l'on voit la moindre image de foot, mais qui est dans l'intensité de ce qu'il vit et qui sera l'arbitre. Magali, qui est Magali de N'oubliez pas les paroles, pour les musiques, les ambiances, pour des flash mobs, pour chauffer à blanc le public. Et comme je vous l'ai dit, Camille et Valérie, qui après des expériences qu'elles ont eues en tant que Miss France chacune, savent le relationnel avec le public, avec les maires. À l'heure où je vous parle, elles sont en ce moment avec les 2 maires de Beauvais, de Coulanges et Nevers, en train de les accueillir sur le site. Et Bruno et moi, contrairement à ce que vous avez dit, sans aucune mauvaise foi, nous essaierons de tenir la boutique. Ouais. Non, mais c'est vraiment un sport d'équipe à tous les niveaux. Aussi bien les équipes qui s'affrontent des 2 villes qu'une équipe qui anime. C'est vous qui avez choisi ceux qui seraient autour de vous? Comment ça s'est fait?
Je confesse. Oui. Non, mais oui, j'ai choisi en justement me disant qui est le mieux placé pour et le plus efficace dans chacun de ces domaines. Ouais. Donc voilà, se dire Magali pour la musique et Camille et Valérie qui sont des amis dans la vie, donc c'est quand même agréable de travailler avec des amis. Bruno, vous le savez, pas la première fois qu'on co-anime tous les deux. Le seul que je ne connaissais, je déteste tous les gens qui sont meilleurs que moi, donc c'est un peu normal. Et Johan, je ne le connaissais pas, mais j'étais fan, donc je lui ai dit est-ce qu'on peut se rencontrer, et j'avoue avoir au bout de 10 minutes été conquis par son regard de môme, son appétit, son énergie, sa drôlerie. Il a une joie de vivre incroyable. Et comment pourquoi il n'y a que 4 émissions? Parce que ça coûte cher. Parce que c'est du direct, parce qu'il faut bien, ça coûte cher, c'est vrai. Enfin, ça va coûter le prix d'un prime hivernal, alors que normalement les primes l'été sont beaucoup moins élevés. Ça, les coûts de grille d'été sont toujours moins élevés que de septembre à juin. Ouais. Donc ça, c'est pour être transparent. Pour le reste, j'avoue que on le vit aussi comme une sorte de test, en se disant, voyons si le public a envie de revoir Interville, voyons si la manière dont on va faire Interville 2025 va plaire aussi, parce que on essaie de garder, comme vous l'avez dit, les fondamentaux, mais avec peut-être des choses nouvelles, des choses différentes, des choses surprenantes, voilà. Et puis, comme par exemple, d'avoir imposé une parité au sein des équipes pour être dans l'esprit 2025, même la parité sur la finale avec le Mur des Champions pour qu'il y ait aussi une fille qui participe. C'est un trio qui va faire le Mur des Champions. Voilà, mais donc ce sont des réglages qui sont au millimètre, parce que si vous voulez, c'est un peu l'image d'un gros paquebot, Interville. Si vous tournez trop la barre de quelques degrés à bâbord, vous risquez d'aller dans un mur ou dans un... Exactement. Donc il faut vraiment que ce soit des petits réglages à plein de niveaux, mais où on a mis une musique différente. Jamais aucune émission n'a été présentée par 6 animateurs à la fois. La parité dans l'animation également, dans les équipes aussi, dans le Mur des Champions. Mais surtout, ce qui est important, c'est le rythme. C'est que toutes les 2 minutes, il faut qu'il se passe un truc, il faut qu'on s'amuse comme des enfants. Et là, techniquement, c'est du direct, donc c'est un gros enjeu aussi. Oui, ils ont un très mauvais réalisateur, Gérard Policino. Franchement, je vous félicite pas. M'en parlez pas. Il sait pas communiquer, il sait pas faire des plans. Je suis en train de payer 34 ans d'amitié. Il y a un moment où il y a des limites à l'amitié, mais là, je sais pas comment. Parce que passer de Taratata à Interville, c'est le grand écart, hein. Oui, mais alors sur le choix du direct. Je vous en prie. Oui, non, je vous en prie. Non, mais le direct, le direct est quelque chose. Là, encore une fois, vous qui êtes survolez tous les médias en permanence, quelle émission est petit 1 en direct, petit 2 un jeu en prime time, petit 3 en province et chaque fois dans une ville différente. Enfin, depuis combien de temps tout ça n'existe plus à la télé en France? Est-ce que et je le dis en assumant de faire des émissions enregistrées quotidiennes avec, n'oubliez pas les paroles, mais dans laquelle on n'a pas de montage, parce que j'aime qu'il y ait des accidents, un problème de musique, on leur fait tout de suite, ou de me prendre des vannes ou des clashs ou de bafouiller, d'être repris par Cruella ou par Magali ou par Fabien. On garde cette fraîcheur-là pour donner un sentiment de direct. Mais il n'y a rien de mieux que le direct pour donner, ce sentiment-là. Donc moi, la seule émission qui représente un tel barnum, j'ai envie de dire, sont des grands événements plutôt sportifs, ou les Miss France, ou le Téléthon dans un autre genre, qui joue avec des duplex, mais en émission de divertissement hebdomadaire qui reviennent régulièrement, normalement, c'est un prime exceptionnel qui se passe en province en direct, ou même à Paris en direct, mais 4 semaines d'affilée avec
énormément de matériel, parce que quand je vous dis que c'est un Barnum, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de personnel, de poids lourds. On se retrouve avec... on a 10 000 mètres carrés de décor, Valérie. 10 000 mètres carrés. C'est colossal. C'est énorme. On a 40 semi-remorques qui partent en tournée. Il y a 350 personnes par jour. En tout, il y a 1400 personnes différentes qui travaillent chaque semaine sur l'émission. Donc c'est pas le petit truc, hein, pardon, hein, et je le dis sans aucune prétention, parce que tout ça et il y a tous les corps de métier présents. Hier, on a fait encore des réglages sur des jeux. Et ben, il y a des menuisiers, des peintres, des costumières qui modifient, qui règlent, qui changent, qui arrangent des choses. Tout ça dans un esprit de sécurité. On a une dizaine de personnes dédiées, évidemment, des ambulanciers, des médecins présents pour que la moindre égratignure puisse être immédiatement soignée. On fait tout pour penser aussi à la sécurité des candidates et des candidats. Je vous assure que c'est du... c'est un gros... c'est phénoménal. On sent en tout cas votre enthousiasme et c'est communicatif. Donc c'est la drogue, ça Valérie, c'est la drogue. Oui. C'est le problème de notre métier, c'est que voilà, à force de se droguer, on est de l'état dans lequel on est. Faut faire un ternage en janvier, Nagui. Un quoi? Un ternage. Très bonne vanne. Ouais. Très bonne vanne. Merci Nagui d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin, parce que avec plaisir. C'est normal. On est ravis en tout cas de vous retrouver. On sent que ça va être une émission phénoménale, Interville 2025. Donc c'est demain soir. On va tout faire. Sur France tout faire pour en télé. Et tout le monde, c'est un programme qui rassemble toute la famille. Et c'est ça qui est formidable. Merci à vous. Et c'est gentil. On rappelle, vous êtes à Beauvais, il y aura Gap et Valers-Arenberg. Voilà. Jeudi, oui c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que demain c'est Beauvais qui affronte Coulanges. La semaine prochaine, ça sera Gap face à Bourgoin-Jallieu, et ensuite il y aura Valers contre Saint-Amand-les-Eaux. Ça sera le 17. Oui, et la finale le 24. Après, il y a la finale. Merci Nagui. Moi je suis pour Coulanges, Valérie. Vous êtes pour Beauvais? Moi je suis impartial. On vous embrasse Nagui. On vous embrasse bien fort. Merci, moi aussi. Bonne journée. Très vite. Bonne journée. Ciao. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec ce soir à 21h05 la grande finale de Top Chef, 16e saison. Et on a la chance d'avoir l'un des deux finalistes. Bonjour Charlie, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous savez, vous, qui a gagné? Je suis au courant, peut-être. Bon, vous êtes face à Quentin, qui fait partie de l'équipe de Glenviel. Vous faites partie de l'équipe de Paul Perret. Et c'est vrai qu'il y a eu des épreuves qui ont titillé votre créativité, et en particulier vos Saint-Jacques bourguignonnes qui ont été un des événements, on peut le dire, de cette saison. Clairement, cette épreuve-là, moi j'étais venu pour embêter un peu les copains. Hein. Donc en choisissant ce thème-là, c'était un peu histoire de les secouer dans le retranchement. Surtout mon pote Grégoire, lui c'est vraiment pas le genre d'épreuve qu'il aime faire. Et moi c'est faire des petits plats un peu canailles comme ça, je suis toujours content de les faire. Alors, c'était le côté trompe-l'œil, c'est ça, c'était le thème trompe-l'œil. C'était trompe-palais. Trompe-palais, donc fallait faire un plat de viande mais avec une protéine de la mer. Et avoir le goût, la texture et le visuel de la viande. Alors comment vous est venue cette idée? Comment, lorsqu'on est chef, on décide? Alors on va peut-être écouter l'extrait puis on en parle après. Donc vu que la Saint-Jacques a des fibres un peu comme le morceau de bœuf, très filandreuse, mon trompe-palais, moi, ça va être très simple. Bœuf bourguignon de Saint-Jacques. Franchement, c'est inattendu, j'aurais pas pensé à ça, cette histoire de Saint-Jacques. Je vois pas ce que ça donne, franchement. Alors pour donner l'illusion de mon bœuf bourguignon, je veux vraiment le dresser comme la grosse potée de bourguignon. En gros, je vais faire cuire des Saint-Jacques au four, archi séché. Je vais venir les réhydrater dans le vin rouge. C'est la texture qui est toujours le plus compliqué, donc c'est là que tu as peut-être bien joué. Et après, je vais faire toute la garniture très très colorée. Les champignons, les carottes, les oignons, pour avoir le maximum de sucre. Le côté vraiment très torréfié qu'on retrouve dans la bidoche. Un peu de lard avec ou pas? Non, je fais les champignons fumés, très très cuits au beurre, pour amener un peu le côté bidoche des lardons fumés. Ouais. Et après, juste déglacer au vin rouge. Et la sauce bien montée au beurre. Très grasse. Alors comment vous est venue cette idée? Déjà l'idée de l'épreuve, moi c'était de rattraper une épreuve que j'avais loupée, donc qu'ils avaient fait avec Pascal Barbeau et Adrien Cachot. Donc moi je voulais refaire cette épreuve là absolument, parce que j'avais pas pu la faire vu que j'étais déjà qualifié.
Et moi, l'idée de ce plat-là, elle est assez simple. C'était juste de réfléchir à trouver la protéine de la mer qui avait le moins de goût une fois très cuite. Et surtout avec qui avait une vraie l'aspect fibre. filandreux du bœuf, quoi. Et surtout qu'il soit masquable facilement. Oui, parce qu'on sent plus la Saint-Jacques à ce niveau-là. Ah bah là, on la sent plus du tout. Et c'est le but. Mais on a la mâche qui ressemble à du bœuf. Exactement. En fait, le fait de les sécher au four, ça crée vraiment une croûte. Et elles sont immangeables comme ça. C'est un chewing-gum le truc. Mais une fois que vous l'avez fait réhydrater du coup dans le bouillon de champignons et dans le vin rouge, le but c'était de ramener vraiment tous ces marqueurs de goût qu'on a dans le bourguignon, pour oublier vraiment ce goût de Saint-Jacques et même en oublier le goût du bœuf qu'on a habituellement et juste avoir tous ces marqueurs qui nous rappellent vraiment ce goût de bourguignon. Alors, est-ce que vous avez regardé les réseaux, vous avez vu qu'il y avait autant de fans de vous que de Quentin, vous êtes vraiment les deux chouchous des réseaux, vous avez un peu lu tout ce qu'on racontait? Nous on reçoit quand même pas mal de messages sur les réseaux, donc tous les matins je passe 1 heure sur le trône à répondre aux messages, donc je m'en rends quand même bien compte. Mais c'est quand même cool les retours qu'on a eus et surtout que nous on est tous copains, donc d'avoir les retours positifs sur les autres aussi c'est chouette quoi. Ouais, comment ça a commencé l'aventure pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes décidé à participer à Top Chef? Moi c'était pas trop prévu à la base. Donc je démissionne de chez David Toutain l'an dernier. Le lendemain matin j'étais dans le fond de mon lit. Pour nos auditeurs. Incroyable. Et Incroyable pourquoi chef vous 2 étoiles. Et le but c'était de retourner en Normandie parce que j'en avais un peu. Vous êtes d'origine. J'avais un peu ras-le-bol de la vie parisienne à cette époque. Du coup, le but était de rentrer à la maison. Et le lendemain matin, il y a une story qui passe, dernier jour d'inscription pour Top Chef. Je dis si je vais m'inscrire, on verra bien. Au pire, j'ai rien à faire de toute façon, donc ça m'occupera. J'ai fait la lettre de motivation sur ChatGPT. J'ai vraiment fait ça à la volée. Ça a été fait un peu à l'arrache. Ah ouais. C'est vrai. Et au final, ils m'ont rappelé dans la journée pour faire les castings et me voilà là. Et le casting, c'était quoi? On avait 2 épreuves à faire, du coup, dans un lycée hôtelier sur Paris. Donc, une épreuve où on n'avait rien imposé, on avait juste un temps. On devait venir avec notre marchandise et faire un plat qui nous ressemble. Vous avez fait quoi? C'était un homard au barbecue avec des algues, une eau de mer à boire, un petit ceviche de pince de homard avec de la crème crue et des herbes que j'avais ramenées de mon potager. Ah ouais. Donc ça a plu. Ça a plu, ouais. Et juste après, une fois que vous avez fait ça, il y a une épreuve imposée. Et après, on a une épreuve imposée où là, on a un petit bac gastro avec plein d'ingrédients. Donc le thème, c'était la carotte. Et fallait faire un truc en 40 minutes. Vous avez fait quoi? Avec ce qu'on avait. Et j'avais fait un rouleau de carottes fumé au laurier avec un condiment à l'anchois et au guanciale. Et basta. Pas mal, pas mal. Et d'où ça vous vient, cette passion pour la cuisine et cette envie de devenir chef? Moi je suis un gourmand. Moi j'aime manger et puis surtout que j'aime aussi et cultiver et aller chercher les produits, que ce soit en cueillette sauvage ou à la pêche. Donc moi il y a aussi cet amour du produit qui me tient et qui m'a emmené vers la cuisine plutôt que le plaisir de cuisiner à la base quoi. Et chez vous c'était quoi enfant? Il y avait une maman qui cuisinait beaucoup? Ouais, ma mère c'était un jour avec, un jour sans. Je pouvais avoir le gratin Picard la veille et le lendemain ça donnait, mais c'est surtout ma grand-mère qui cuisinait énormément, qui était une super cuisinière. Donc nous, dès qu'on allait chez les grands-parents, on se régalait. Ouais, c'est le point commun que vous avez avec Quentin, qui a rendu hommage aussi à ses grands-parents, qui ont été très importants pour lui au niveau de la cuisine. Alors, je vous propose un autre extrait très important, c'est que cette année, vous étiez jugé par le guide Michelin, par des personnes du guide Michelin. D'ailleurs, vous avez 2 fois été reconnu par le guide Michelin, ce qui vous a fait arriver plus vite que les autres en finale. Alors, j'ai pris un extrait où il jugeait un de vos plats. Je joue très gros aujourd'hui et la pression elle est maximale. Jamais cuit un coquillage farci comme ça dans le sable, c'est chaud quoi. Et en plus de ça, on sait que c'est face aux inspecteurs. Aujourd'hui, je compte pas mal sur ma bonne étoile pour que la cuisson elle soit au cordeau. J'espère absolument que ça va passer, donc grosse pression. On est sur une pêche à pied en Normandie. Alors là, je suis vraiment parti dans l'idée où, en l'an 3000, qu'on n'aurait rien fait pour le réchauffement climatique, que le sable serait tellement chaud que tous les coquillages cuiraient sous le sable. Et quand on irait en pêche à pied, on sortirait les coquillages du sable et qu'on aurait juste à les rincer pour pouvoir les déguster déjà cuits. J'aime beaucoup l'idée, déjà de base, d'aller cuire un coquillage dans le sable dans lequel il vit pour aller le cuire. Ça me plaît beaucoup. Et aucun n'a trouvé du sable, et alors ils ont adoré le guide Michelin. J'ai eu un grain de sable. J'ai eu un grain de sable, ouais. Celui-là, je m'en souviens, ouais. Il y a eu un petit grain de sable sur un des inspecteurs, mais ouais. Bon. Et donc c'est votre idée de cuire comme ça dans le sable? Et là l'épreuve c'était cuisson instantanée, donc l'idée moi c'était de prendre un truc aussi qui cuit très vite.
Donc le coquillage, ça n'a pas besoin de beaucoup de cuisson ni d'une très forte chaleur. Et le sable, c'est un gros conducteur de chaleur. Au Liban, ils font chauffer le café, la cafetière sur le sable chaud. Oui, puis il y a la cuisine aussi. Donc, dans certains pays où on cuit sous le sable. C'est un super conducteur de chaleur. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'utiliser cette protéine qui cuit vite et en même temps la remettre un peu dans son habitat naturel. Quoi. Et pour revenir au Michelin, j'ai lu en préparant l'émission que c'était une de vos obsessions d'avoir une étoile. Ah, moi, c'est une grosse obsession. Hein. Je les collectionne tous, les guides, depuis plusieurs années. Là. Donc, un de ces quatre, j'espère que je serai dedans. Mais ça représente quelque chose pour vous, pour un jeune, vous avez quoi, 24 ans, 25 ans 25 ans. 25 ans, ça représente quelque chose pour vous, le Michelin ? Moi, ça a été la trame de mes 10 dernières années. Ça a été toujours de travailler dans des restaurants étoilés pour avoir toujours cette rigueur qu'on avait dans les restaurants étoilés. Et moi, c'est une obsession de pouvoir en avoir un jour pour moi. Parce que j'ai toujours bossé pour des chefs qui couraient après leur étoile. Donc le but, c'est. Mais certains chefs, au contraire, disent qu'ils n'en veulent pas parce que c'est une telle pression que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ah, moi j'aime bien courir après. Hein. Ouais, vous aimez bien courir après. Vous aimez bien le footing. Oui, mais on reproche aussi qu'on ne connaît pas les critères qu'ils ont pour donner ou pas une étoile ou 2 étoiles. C'est aussi des reproches qu'on fait. Ah ça c'est sûr, les critères ils sont ultra vagues hein, parce que c'est très personnel, que ce soit les plats que vous allez déguster, ils peuvent plaire à une table comme à la table d'à côté, ils peuvent rien comprendre ou alors détester. C'est juste de se dire la cuisine faut qu'elle soit maîtrisée, que les cuissons elles soient maîtrisées, que les accords de saveur ils soient cool. Mais la première étoile c'est vraiment la personnalité d'un chef et en même temps une cuisine qui est très bonne, très bien faite. Le service et le lieu sont pas encore trop pris en compte pour la première. Pour la deuxième étoile, le lieu, le service est beaucoup plus pris en compte. Puis la troisième, là c'est réservé à Jésus. Donc il n'y en a pas beaucoup. Vous, c'est quoi votre cuisine ? Parce que là, ce qu'on a vu, c'est des épreuves pour la plupart. Je pense pas que vous allez le servir, le bourguignon de Saint-Jacques ? Ouais, typiquement ça, je peux le réutiliser sur un menu déguste. Mais sinon, c'est quoi ? Quel est votre ADN à vous, si je peux évoquer ça ? C'est les produits de la mer, mais est-ce que c'est de mélanger beaucoup de produits ? Vous disiez que vous avez la quête du produit. Moi, c'est vraiment d'aller à la simplicité, de pas surtransformer les produits. Ouais, les trucs chichi, c'est pas votre truc. Ah non, la pignole dans les assiettes où on met 25 000 pouces qui servent à rien juste pour faire joli, ça je m'en fous. Hein. Vous allez vous entendre avec Valérie. Et c'est quoi votre plat fétiche ? Ce serait quoi ? Honnêtement, j'en ai pas. Et justement, je pense que c'est ce qui fait que j'aime cuisiner, c'est que ça change toutes les semaines en fait. Ouais. Refaire un menu pendant 3 semaines, 1 mois, au bout d'un moment, moi, ça me gonfle. Ah, vous voulez pas un plat signature Ah non, c'est chiant. Il y en aura peut-être un. Ça secoue un peu. Ouais, mais il y en aura peut-être un qui va s'imposer. Votre but, c'est quoi ? C'est d'ouvrir un restaurant en Normandie ? Ouais, le but, c'est clairement d'ouvrir. Hein. Donc. Maintenant, on va voir au fur et à mesure comment ça se présente, les opportunités. Peut-être si vous gagnez ce soir avec l'argent, même si vous gagnez pas, vous allez ouvrir votre restaurant. Ah oui, dans tous les cas. Moi, c'est l'obsession de ma vie. Hein. C'était déjà le plan avant Top Chef, donc maintenant. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Top Chef ? Déjà, ça m'a apporté des grosses rencontres. Hein. Ouais. On fait des rencontres qui sont incroyables parce que c'est des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés hors de cette émission, que ce soit les candidats ou les chefs. Hein. Des gens comme Grégoire ou Charles et Fifi. On a presque 10 ans d'écart. Et pourtant, on est tellement sur la même longueur d'onde et sans l'émission, on se serait jamais rencontrés. Greg, il était à Cassis, Charles et Fifi sur Paris. On se serait jamais croisés sans ça. Et à l'heure actuelle, maintenant, on passe notre vie ensemble et on s'appelle tous les jours pour se donner des nouvelles. Ouais. Et même ensemble, on s'enrichit vachement de la cuisine des uns et des autres. Donc c'est très cool. Et les chefs vous ont appris, transmis des choses. Vous étiez avec Paul Perret. Et ils nous apportent une sagesse. C'est plus ça, je pense, que des techniques. Parce que forcément, on cuisine pas ensemble, mais ils nous apportent vraiment ce truc de se dire, on se calme, on en met moins dans l'assiette, mais mieux maîtrisé. Et juste pas partir dans des folies juste pour amuser la galerie. Ouais. Et avoir des choses qui soient maîtrisées, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir pour gagner ? C'est quoi votre menu ? Le plan ? Le menu de ce soir, c'était aussi dans l'idée de faire des petits clins d'œil à tous les chefs chez qui j'ai bossé. Ah, génial. Dont un des chefs qui m'a le plus marqué dans toute ma carrière, c'est Thomas Benadi. C'est le chef de l'Auberge Sauvage au Mont-Saint-Michel. C'est le restaurant qui m'a marqué parce qu'on travaillait avec un potager et c'était incroyable. Et on cuisait toujours les légumes en croûte de sel chez lui. Donc pour commencer le menu, on sera sur une betterave qui est cuite en croûte de sel. Elle sera assaisonnée avec un vinaigre de betterave et géranium.
avec en dessous une huître pochée dans son propre jus, un yaourt à la marjolaine. Oh là là. Et basta cosy. Ça c'est pour l'entrée. C'est déjà pas mal. Ça c'est l'entrée. Ça c'est juste l'entrée. Ouais. Bon, et le plat, on va être sur de l'ormeau. Ouais. Et du coup, l'ormeau, c'est le deuxième petit clin d'œil. Ouais, c'est chez David Toutain. J'en ai bossé beaucoup. J'en ai tapé pendant des heures dans le sous-sol. Il faut les taper. L'ormeau, c'est dur. Si on les tape pas, c'est un bouchon de liège le truc. Hein, c'est imbouffable. Donc, ormeau avec que des algues à manger. Donc, on va avoir 8 algues différentes dans le menu. Dans cette assiette-là. 8 algues différentes. Voilà. Ouais. Donc que des algues fraîches. Donc ça c'est mon dada. Hein. J'aime trop ça. Hein. C'est le goût iodé, c'est le goût de la mer, c'est le goût de l'odeur qu'il y a chez moi, quoi. Bon, et Quentin, son menu, je pense qu'il sera le mieux pour en parler. Hein. Moi, je le connais pas exactement. On a demandé qu'il vienne, il pouvait pas. Il pouvait pas être là. Effectivement, ça ne présume rien du résultat. Non, on voulait avoir l'année dernière, on avait fait les deux finalistes, et là vous étiez disponible. Donc c'est l'occasion d'évoquer cette 16e saison. On va vous soutenir, on va être là. Et ce soir, vous serez où ? Ce soir. Ouais, vous allez regarder. Ce soir, parce que ça a été enregistré. Hein. Ce soir, c'est Petite Fiesta Boum Boum à Croissy-sur-Seine, dans un restaurant des bistrots pas parisiens. Ouais, de Stéphane. De Stéphane Rothenberg. Et les deux gagnants seront là pour être dans un de ces restaurants à Stéphane, qui est devenu un homme d'affaires. Donc ce soir, vous serez... On sera en fiesta avec Quentin. Quoi. Avec Quentin. Écoutez, on vous souhaite bonne savez chance. Vous avez un langage particulier quand même. On me l'a fait remarquer. Hein. On me l'a fait remarquer que j'avais un petit patois qui ressortait de temps en temps. Et des expressions qui sont un peu méconnues des gens. On m'a souvent demandé d'où ça sortait. Le côté coquin, il faut que ça soit coquin. Faut que ce soit coquin des plats. Hein. Ouais. Qui vous a... Oui, vous avez dit que ceux qui vous ont inspiré, c'était principalement ceux avec qui vous avez travaillé, mais est-ce qu'il y a d'autres chefs peut-être plus anciens Est-ce que vous avez cette culture des chefs du passé, je dis Bocuse, Loiseau, des gens comme ça? C'est pas des chefs qui m'ont beaucoup inspiré. Non. J'ai jamais été trop attiré par la cuisine classique française. J'en ai fait même d'ailleurs zéro dans mon parcours. Parce que c'est pas forcément ce qui me parlait. Et je me ressentais, je me retrouvais pas dans ce genre de cuisine. Donc ça a toujours été des chefs assez jeunes, que ce soit David Toutain, Cyril Boulet ou Thomas Benadi. C'est des chefs qui sont assez jeunes, qui font une cuisine qui est dans l'air du temps, très centrée sur le produit, qui font attention à utiliser des poissons de pêche durables. Et moi, je me retrouve dans ce genre de cuisine. Ouais. Et on va vous regarder ce soir. On va vous regarder ce soir avec Quentin qui fait partie de l'équipe de Glenviel, vous celle de Paul Perret. Donc finale ce soir, ultime épisode de cette 16e saison de Top Chef sur M6 à 21h05. Évidemment, on sera devant le poste. Merci à vous et on se retrouve dans un instant pour les débats.